Voilà, donc je vous propose qu'on démarre. Et on va commencer par faire l'appel. Donc Gérald Cantournet est là, Claire Péchel, Florian Grenier, Anne Drogo, Brahim Sadi, Dolores Adamski. Donc Alain Fernandez, pouvoir à Florian Grenier. Donc René Martin, pouvoir à Dolores Adamski. Pascal Lubin, Nadège Mancino, Florent de Béchillon est absent. José Dos Santos est là. Vanessa Renard, Sébastien Magnier, Marie-Laure Tresca, Marie-Emeline Daubigny, Françoise Soulier, pouvoir à Anne Drogo. Où j'en suis Tac. Damien Vinciguera, pouvoir à moi, pardon. Je suis perdu. Hein. Laetitia Serpaggi, pouvoir à Marie-Emeline Daubigny. Éric Glénat, Franck Présumé, Clotilde Berthier, Aude Picard-Wolf, Stéphanie Bessé, absente. Sébastien Ginesté, absent. Cédric Augier, absent. Jean-Charles Banquiri, pouvoir à Claire Péchel. Cluzel Nicole. Et Robert Pazero, absent. Est-ce que c'est tout bon? Parfait. On va donc pouvoir délibérer. Merci à tous. Donc, comme d'habitude, on démarre. Ah oui, pardon. Secrétaire de séance aujourd'hui. Alors, c'est dommage, hein, j'avais noté Stéphanie Bessé, donc c'est raté. La semaine dernière, c'était Laetitia Serpaggi, Franck, Clotilde, Aude ou Eric. Pas de volontaire? J'ai pas entendu. Aude, oui. Ah oui, pardon, on se déplace déjà, pardon, oui, oui, vous pouvez vous déplacer. D'accord, j'ai pas entendu. Ok, merci Aude. On peut se rapprocher, voilà, maintenant on sait qui ne viendra pas. Donc je vous propose qu'on commence par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal de la dernière fois, qui s'est tenu le 28 octobre 2021. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. On va démarrer l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, par vous rapporter donc, les décisions que j'étais amené à prendre dans le cadre de la délégation d'attribution consentie par le conseil municipal, donc depuis le dernier conseil municipal. Donc une première décision en date du 20 octobre 2021, la 2021-1.4-133, donc qui concerne la signature d'un contrat d'infogérance avec le prestataire Folder. Le 28, est-ce que vous avez des questions ou on les fait à la fin comme vous voulez? Alors, on va faire au fur et à mesure. Franck, résumé, pardon. Bonjour à toutes et à tous, pardon. On voulait savoir le montant, tout simplement, si tu as le montant. Oui. Je vais le rechercher. Si on doit l'avoir, pas de souci. Il y a beaucoup de papier ce soir. On me souffle 2800 à peu près par mois, mais comme c'est à peu près, je te propose qu'on vous fasse passer l'info par mail. Voilà. En fait, c'est en remplacement de notre agent responsable informatique qui a décidé de quitter la collectivité au 1er octobre 2021.
Et on s'est dit qu'on allait expérimenter de la sous-traitance pour voir si c'était pas plus efficace ou moins efficace. Donc voilà, on a passé un contrat d'infogérance. Donc pour l'instant, on n'a pas lancé de recrutement et on espère à terme peut-être même faire des économies sur le fonctionnement. Voilà. Mais on expérimente. Ah, on a la somme. Ah oui, ok. C'est bon. Donc, ouais, c'est l'autre prestation. Donc, pour un montant mensuel de 4 437 € hors taxe, soit 5 324,40 €. Et c'est un contrat qui va jusqu'au 30 avril. Voilà. Donc, décision suivante, le 28 octobre 2021, la numéro 2021-3.3-134, donc la signature d'un contrat de bail précaire pour la boutique à l'essai, donc pour une durée de 3 mois avec l'association des mains d'artisans, donc au 41 rue Général de Gaulle. La boutique éphémère, dans le local que nous avons préempté, ex-CIM Immobilier. Avec une date d'inauguration où tous les élus sont invités, d'ailleurs, 16 décembre à midi. Décision du 28 octobre 2021, la numéro 2021-1.4-144, donc concernant l'engagement pour la rénovation d'armoires d'éclairage public. Le 8 novembre 2021, la numéro 2021-1.4-145, donc la signature d'une convention de partenariat avec l'association Tigre pour l'accueil donc d'une étape de l'édition 2022 du FIDD MGEN qui se déroulera fin mai à la Cressonnière. Le 15 novembre 2021, la décision numéro 2021-7.10-146 concerne donc la demande de subvention donc auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public, la DECIL 2022, donc pour les travaux de réhabilitation des espaces annexes du groupe scolaire de Fur. Projet qui a été présenté cet après-midi. 15 novembre 2021, la décision 2021-7.10-147 concerne la demande d'une subvention donc auprès cette fois-ci du conseil départemental de l'Isère dans le cadre du plan école, donc pour la même chose. Le 19 novembre 2021, la décision 2021-1.1-148 concerne la signature du marché 2021-4 de prestations d'assurance pour les besoins donc, du groupement de commandes Ville et CCAS, qui a donné lieu à une commission d'appel d'offres il y a quelques semaines. Le 23 novembre 2021, la décision 2021-9.1-149 concernant la signature d'une convention de partenariat avec les communes de Saint-Égrève et Voiron pour l'organisation de concerts avec les orchestres à cordes. Le 25 novembre 2021, la décision numéro 2021-1.1-150, la signature d'un marché de services pour la conception et l'impression d'outils de communication. Le 30 novembre 2021, la décision numéro 2021-1.1-151 concernant l'engagement pour le remplacement donc, d'une chaudière au sein du bâtiment des services techniques. Et enfin, le 30 novembre 2021, la décision numéro 2021-1.4-152 concernant la signature d'une convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec la fondation 10 millions d'amis. 30. Excellent. Il va vraiment falloir que j'aille chercher mes lunettes. Là, hein. 30 millions d'amis pour l'année 2022. Ils sont nombreux finalement. Ouais, j'étais resté à 10 moi. Voilà pour les décisions. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions ? Alors, s'il n'y a pas de décision, je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour plus complet du conseil municipal. On va commencer par le budget
et les finances pour une première délibération qui concerne l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022. Vous avez eu les documents en annexe 1 et je laisse Claire Péchel vous donner plus d'informations. Merci. Alors, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales et permet des règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, ce qui offre une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. En matière de gestion pluriannuelle des crédits, en matière de fongibilité des crédits et en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la N14, soit pour la commune de Turin, son budget principal et son budget annexe du CCAS. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er janvier 2024. Cette modification entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire et donc pour le budget primitif 2022, la colonne BP de l'année N-1 ne sera pas renseignée. Je vous demande de bien vouloir approuver le passage de la commune de Turin à la M57 à compter du budget primitif 2022, car la commune s'est inscrite dans le cadre de l'expérimentation au compte financier unique, le CFU, à compter de ce budget primitif 2022. Donc on est dans l'obligation d'adopter la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier. Donc je vous demande donc d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget principal de la commune de Turin et de son budget annexe CCAS, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la précédente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, je vous remercie. Et remercier aussi le service financier, parce que c'est une expérimentation. Donc, comme on s'est dit en réunion, ça veut dire qu'il fallait que des communes s'y collent pour essuyer les plâtres. Et donc, merci à notre service financier, parce que il faut bien qu'il y ait des courageux pour se lancer sur ce genre de démarche. Voilà. Deuxième délibération qui concerne cette fois-ci et encore une fois l'expérimentation donc du compte financier unique, signature d'une convention avec l'État. Vous avez ça en annexe 2. Claire, je te laisse la parole. Alors, donc, par conséquent, pour passer à l'expérimentation du compte financier unique, il est nécessaire de signer une convention avec l'État. Je vous rappelle l'article 242 de la loi finance de 2019 qui nous permet de faire cette expérimentation. Donc, pour rappel, le CFU, c'est une fusion entre le compte administratif et le compte de gestion qui permettra de favoriser la transparence et la lisibilité financière, qui améliorera la qualité des comptes et qui simplifiera les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. Donc les modalités d'expérimentation, elles se déroulent en 2 périodes. Il y avait 100 collectivités pour la première période, qui commençait en 2020, et 400 collectivités pour la deuxième période, donc pour les exercices 2021-2022. Donc nous avons été retenus, collectivité de Turin, pour la deuxième période d'expérimentation. À l'issue de cette expérimentation, un bilan sera dressé qui donnera lieu à un rapport du gouvernement transmis au Parlement au dernier trimestre 2023, avec pour objectif que l'ensemble des communes y passent en 2024. Donc la mise en œuvre de cette expérimentation requiert la signature d'une convention avec l'État, qui permettra de préciser les conditions de mise en place et de suivi. Donc je vous demande d'approuver la convention relative à l'expérimentation du compte financier unique, CFU, à compter de l'exercice 2022 jusqu'à l'exercice 2023, entre la commune de Turin et l'État, donc la Direction générale des finances publiques et ou la préfecture, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, ainsi que tous les actes y afférents. Des questions ? Donc c'est la suite de la première délibération. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, je vous remercie. Troisième délibération qui concerne cette fois l'adoption du règlement budgétaire et financier que vous avez en annexe 3. Claire, je te laisse la parole à nouveau. Alors une fois qu'on a signé la convention avec l'État et qu'on a adopté la nouvelle nomenclature budgétaire, tout cela s'accompagne d'un règlement budgétaire et financier qui formalise et qui précise les règles de gestion budgétaire et comptable, cette fois-ci applicables à la commune.
Donc vous avez le règlement qui est en annexe et que vous avez tous lu attentivement, j'imagine. Donc il traite des concepts de base mis en œuvre par la collectivité au travers notamment de l'utilisation du logiciel de gestion financière, avec pour objectif d'harmoniser les règles de fonctionnement et la terminologie, anticiper l'impact des actions de la commune sur les futurs exercices, de réguler les flux financiers de la commune en améliorant le processus de préparation budgétaire, et en fiabilisant le suivi de la consommation des crédits. Donc ce n'est pas un manuel d'utilisation du logiciel ni un guide des procédures comptables, mais c'est juste une référence de l'ensemble des questionnements émanant des agents et des élus municipaux dans l'exercice de leurs missions respectives. Et les instructions budgétaires et comptables applicables aux communes permettent de disposer d'un cadre garant de la sincérité et de la fiabilité des comptes, basé sur 5 grands principes qui régissent les finances publiques: l'annualité, l'universalité, l'unité, la spécialité et l'équilibre, dont vous avez le détail dans la note de synthèse. Donc, considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la M57, il convient d'adopter un règlement budgétaire et financier qui fixe notamment les règles de gestion applicables au crédit pluriannuel, je vous demande d'approuver le règlement budgétaire et financier de la commune tel que présenté en annexe à la présente délibération et de décider que toute modification du règlement budgétaire et financier fera l'objet d'une nouvelle délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On poursuit avec une 4e délibération qui concerne la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable, donc M57, au 1er janvier 2022, régime d'amortissement des immobilisations et fongibilité des crédits. C'est l'annexe 4. Claire, à toi la parole. Donc nous avions délibéré en date du 20 mai 2021 sur la préparation de la commune, donc à l'expérimentation du CFU. Pour cela, il faut que nous délibérions sur la fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57. Donc je vais juste vous rappeler le principe général sur les immobilisations. Vous aurez tout le détail dans la note de synthèse. Donc l'immobilisation, elle est amortissable quand sa durée de vie est limitée, c'est-à-dire que son usage attendu est limité dans le temps. L'amortissement considère dans l'étalement sur la durée probable d'utilisation de la valeur du bien amortissable. Et donc l'amortissement permet la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'immobilisation résultant de l'usage, du temps du changement technique ou de toute autre cause. Donc le calcul des amortissements est opéré sur la valeur TTC, comprise de l'immobilisation pour les activités relatives aux services publics administratifs, et sur la valeur hors taxe pour les activités assujetties à TVA. Donc il y a un champ d'application des amortissements qui est détaillé, à l'exception des œuvres d'art, des terrains, des frais d'études et d'insertion suivi de réalisation, des immobilisations remises en affectation ou à disposition, des agencements et aménagements de terrain hors plantation d'arbres et d'arbustes et des immeubles non productifs de revenus. Donc les durées d'amortissement, elles sont entre 5 et 40 ans en fonction de ce qui est financé. Donc je vous demande de charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement du bien à l'intérieur des durées minimales et maximales définies dans l'annexe jointe à compter du 1er janvier 2022, d'adopter la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des immobilisations acquises, dérogation à l'application de la règle de calcul du prorata temporis, de fixer un seuil de biens de faible valeur à amortir sur une année à 800 € TTC et d'approuver la sortie de l'inventaire comptable, de l'état de l'actif et du bilan des biens de faible valeur dès qu'ils ont été intégralement amortis, d'exclure du champ d'application des amortissements les immobilisations attenantes au réseau et installation de voiries, d'approuver la reprise des subventions d'équipement sur une durée d'amortissement identique avec la durée de vie de l'immobilisation financée, de décider la neutralisation budgétaire totale de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Donc vous l'aurez compris, le passage au CFU et à la M57 met un petit peu plus de cadre sur les amortissements, sur la gestion des inventaires, etc. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération?
S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. 5e délibération qui concerne cette fois-ci l'autorisation donnée à moi-même donc pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2022. Claire, je te laisse la parole. Alors, cette fois-ci, je vais vous rappeler le cadre légal. Donc, c'est l'article L 161.2-1 du Code général des collectivités territoriales qui dit que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette. En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc l'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessous sont inscrits au budget lors de son adoption. Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement donc dans la limite des 25% avant l'adoption du budget principal qui devra intervenir avant le 15 avril 2022. Donc étant donné qu'on n'a pas encore voté le budget et qu'on ne l'aura pas voté d'ici le 1er janvier, il est nécessaire que la collectivité continue de tourner, si je puis dire. Donc je vous demande d'autoriser jusqu'à l'adoption du budget primitif 2022, Monsieur le maire a engagé, liquidé et mandaté les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette tels que présentés ci-après. Je vous laisse prendre connaissance du tableau, ce qui nous donne un total de 240 950 €, ce qui fait donc 25% du BP 2021, qui se montait à 963 800 € de crédit ouvert en 2021. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de délibération, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. 6e délibération qui concerne donc les travaux en régie de 2021. Donc des coûts horaires et liste des travaux effectués. Claire, à toi la parole. Donc les agents communaux sont amenés à effectuer des travaux qui auraient pu être réalisés par une entreprise. Les travaux ainsi réalisés mettent en œuvre des moyens humains et matériels, outillage et fournitures, acquis ou loués, qui peuvent être comptabilisés au titre des travaux en régie afin de restituer à la section de fonctionnement le montant des charges qu'elle a supportées au cours de l'année ayant le caractère de travaux d'investissement. Il en résulte un jeu d'écriture comptable permettant de valoriser ces travaux en section d'investissement et de percevoir le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, sur l'ensemble des travaux, exception faite des frais de personnel. Pour cela, le coût horaire des travaux en régie doit être défini selon la catégorie du personnel. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de porter pour 2021 le coût horaire des travaux en régie au taux de 25 €. Durant l'année 2021, les agents de la commune ont effectué les travaux suivants qui peuvent faire l'objet de travaux en régie. Donc il y a eu des travaux réalisés sur la réhabilitation de l'école maternelle Fabre des Blantines, donc la pose de radiateurs et fournitures de chantier pour un total de 6 356,30 €. Des travaux d'aménagement sur le local préempté par la commune ex-Sim Immobilier pour un montant de 1 500 €. Au sein de l'école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait, donc pose de radiateurs et travaux de peinture pour un montant de 1 759,38 €. Et enfin des travaux de luminaires en classe en dispositif Ulysse et des travaux plomberie pose lavabo en école Lucie et Camille Desmoulins pour un montant de 1 542 € et 1 907,49 €. Donc, ce qui donne un montant total de travaux de 12 528,59 €. Considérant que les travaux susvisés constituent des travaux d'investissement et qu'il convient dès lors de les transférer à la section d'investissement, considérant que les crédits budgétaires ont été ouverts au budget 2021 de la commune, je vous demande de décider de valider le taux horaire de 25 € à appliquer pour les travaux en régie de l'année 2021 et d'adopter la liste des travaux en régie dont le montant s'élève à 12 528,59 € pour l'année 2021.
que vous avez des questions? Oui, Eric. C'est des montants TTC. Juste prenez le micro, ce sera plus pratique. C'est au moins pour entendre les questions. C'est TTC, oui. D'autres questions sur cette délibération? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. 7e et dernière délibération pour la partie budget-finance. Une décision modificative budgétaire numéro 3. Claire, je te laisse la parole. Donc, je vais essayer de résumer cette dernière DM de l'année. Donc c'est bien la DM numéro 3. Donc sur la partie dépenses de fonctionnement, au chapitre 012, il y a une augmentation de crédit de 145 000 € qui est proposée, avec en face une compensation avec une augmentation des crédits en recettes de 130 000 € sur les impôts et taxes et 15 000 € sur les dotations, subventions et participations. Sur la partie investissement en dépenses, donc il y a une augmentation de crédit de 2 500 € sur les dotations, fonds divers et réserves, ainsi que 5 000 € sur les immobilisations corporelles et 22 100 € sur les immobilisations en cours. Par contre, il y a une diminution de crédit en dépenses de 19 600 € sur les immobilisations incorporelles, 7 500 sur les immobilisations corporelles et 15 000 € sur les immobilisations en cours. Sur la partie recettes, donc il y a une diminution des crédits de recettes de 12 500 € sur les dotations, fonds divers et réserves. Et donc sur l'investissement, on est un total de diminution de crédit de 42 100 €, 29 600 € d'augmentation de crédit de dépenses et 12 500 de diminution de crédit de recettes, ce qui fait un total général à 132 500 € qui s'équilibre en dépenses et en recettes. Donc je vous demande d'approuver la décision budgétaire modificative et je vous laisse aux questions. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui. Éric Glénat. Oui, tout d'abord, sur l'investissement, est-ce que vous pourriez nous préciser les montants principaux? Il n'y a pas de somme énorme, mais est-ce qu'il y a des investissements significatifs? Alors sur la partie investissement, donc il y a une taxe d'aménagement qui a dû être payée en supplément au niveau du complexe Jean Valois. Au niveau des écoles, c'est des dépenses classiques, surtout liées à la réhabilitation. Il y a eu du mobilier et un petit peu de matériel qui a été racheté en plus et qui n'avait pas été prévu dans le dossier d'assurance. Sur la partie cimetière, c'est la construction du nouvel ossuaire qui était nécessaire par l'ancien ossuaire était plein. Voilà. Sur l'investissement, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez une question précise sur une ligne, mais il n'y a pas de grosses dépenses. Bon. Non, c'est en moins, ça. Ok. Autrement, nous allons nous abstenir comme pour les précédentes DM. Et comme d'habitude, nous mettons en place un signal d'alarme sur les dépenses de personnel. Voilà. Je vais juste apporter quelques informations donc, concernant l'augmentation du 012. L'alerte, on se l'est posé nous aussi, clairement. Donc on a creusé quelques pistes et on souhaitait aussi partager avec vous quelques explications. Donc sur l'année 2021, peut-être qu'il faut reconnaître de notre part une sous-estimation en début de l'année dernière au BP de 4 millions. Je pense qu'on était parti à un CA de 3 971 000. Mettre un BP de 4 millions, c'était peut-être un peu limite, je le reconnais. Donc c'était déjà la première peut-être erreur, mais on n'avait pas de visibilité sur 2021. Cette année, on a appris, je peux vous dire, on a appris des choses. Quelques chiffres après
clairement, par exemple, on n'avait pas tellement pris en compte le glissement vieillesse technicité, donc 30 000 euros c'était un peu limite. Donc on aurait pu monter un peu plus au BP. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire attention, et l'alerte, on l'entend. Et on a quand même quelques chiffres à vous donner qui étaient, on va dire, il y a un an, difficiles à estimer. Donc le surcoût de l'ancien DGS, qui est donc à 33 000 euros. Le doublement du poste Urba à 16 000 euros. Départ à la retraite, pardon. Et le départ à la retraite de notre responsable des services techniques à 14 000 euros. Donc là, on est déjà à 33 plus 30, on est à 66. On a eu, et ça c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles, des départs à la retraite et des remplacements qui ont fonctionné. Mais encore une autre bonne nouvelle, c'est le retour, mais qui n'était pas anticipé ni anticipable, le retour d'un agent qui était en burn-out et qui est revenu, donc avec qui ça marche très très bien aujourd'hui. Donc ça aussi, on n'avait pas de visibilité là-dessus. Ça me paraît à peu près tout. Alors on a eu le chargé de projet Petite Ville de demain. Là aussi, ce n'était pas anticipable, mais on vous rassure là-dessus. On a reçu la subvention pour 2021 de 36 000 euros. Sur le poste de l'agent qui est responsable de notre service économie, on a aussi déjà touché 40 000 euros. Donc on est à 76 000 euros de subvention sur l'année 2021. Et quelques chiffres aussi sur lesquels on doit s'alerter, mais là plutôt dans le bon sens, parce que peut-être que les choses sont améliorées. Sur 2020, si je cumule le coût des accidents de travail et des arrêts maladie, nous étions à 230 000 euros. Sur 2020, j'ai dit bien sûr. Et sur 2021, nous serons, alors c'est encore trop, mais à 120 000 euros. Donc on économise aussi là 110 000 euros. Mais ça veut dire aussi qu'on économise sur le bien-être certainement des agents, puisque moins d'arrêts maladie, moins d'accidents de travail. Voilà. Et puis pour vous dire aussi que le 012 a été peut-être un peu chahuté aussi du fait de la réorganisation que nous avons apportée en mairie, et qu'il était aussi difficilement anticipable. Mais on entend clairement votre alerte, et l'alerte, on se l'est donnée pour 2022. Aujourd'hui, on peut estimer que l'organisation est optimale en mairie. Tout le monde est là. L'organisation est bien en phase avec le projet qu'on veut développer. Et sur 2022, notre objectif est à minima de stabiliser la masse salariale, et voire même de faire des économies, parce que maintenant on a une meilleure visibilité de ce qu'on peut faire, et tout ça en évitant aussi de brusquer l'organisation, parce qu'au final c'est brusquer aussi des agents. Voilà. Alors, et la bonne nouvelle quand même, c'est le recours aux prestataires extérieurs qui a diminué, parce que souvent des fois, on essaye de baisser la masse salariale en externalisant le service. Donc le recours à adéquation a été limité cette année, bien que quand même un petit peu plus haut que prévu à cause des protocoles sanitaires renforcés dans les écoles, et qui ne font que se renforcer et qui nécessitent beaucoup de personnel. Mais voilà, on fait un gros travail sur 2022 pour optimiser la masse salariale, et je pense que voilà, c'est important. Et au-delà de travailler sur l'optimisation de la masse salariale, c'est-à-dire du 0,12, on va travailler aussi sur l'optimisation du fonctionnement. Parce que c'est vraiment deux choses séparées. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous en avons terminé pour la partie budget-finance. Je vous propose donc de passer au personnel communal, et c'est moi qui vais donc vous rapporter les 5 délibérations. Donc, on commence par l'adoption du règlement du temps de travail dans le cadre donc de la modification de la durée du temps de travail que vous avez eu en annexe 5. Donc, je vous rappelle que l'article 47 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation donc de la fonction publique a abrogé donc les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail, en supprimant notamment les congés extra-légaux. Gros travail. Donc pour ce faire, un délai a été accordé donc aux collectivités pour définir dans le respect des dispositions légales les règles applicables aux agents
qui entreront donc en vigueur au 1er janvier 2022. Donc il était temps qu'on passe ça ce soir au conseil municipal, il n'y avait plus de marge. Le décompte du temps de travail effectif s'effectue donc sur l'année, la durée annuelle de travail étant de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Donc la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures et est calculée de la façon suivante. Vous avez le tableau, hein, donc le nombre total de jours de l'année, 365. Le repos hebdomadaire, donc 2 jours par semaine, ça fait 104 repos hebdomadaires. Les congés annuels, 5 fois donc les obligations légales hebdomadaires de travail, donc 25. Les jours fériés, c'est un forfait à 8. Le nombre de jours travaillés est donc égal à 228. Et si on divise par 7 heures, on se retrouve à 1596 heures, qu'on arrondit à 1600, plus la journée de solidarité de 7 heures. Voilà, et ce qui nous fait un total de 1607 heures. Donc, il y a eu un très... Je vais vous faire grâce de tous les codes généraux des collectivités territoriales, simplement pour vous expliquer un peu comment ça s'est... Excusez-moi, je suis désolé. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, là aussi, un très gros travail des services RH, qui ont consulté tous les directeurs de services, tous les directeurs de pôle, pour un peu mettre en place ces 1607 heures dans les services. On est passé en comité technique, il y a eu des propositions, des échanges. C'est la catastrophe. Ça marche pas. Voilà, une concertation qui a eu lieu au mois de novembre avec les représentants du personnel, où il y avait 4 propositions, 2 propositions pour les agents qui avaient une fonction de management et les agents qui n'avaient pas de fonction de direction de service. Le vote, on a eu un retour, on a décidé, donc voilà, aujourd'hui, ça a été une concertation, ça se passe plutôt bien. Il reste encore quelques questions. On a eu aujourd'hui quelques mails, parce que bien sûr, il y a la majorité qui vont être concernés. Puis après, il y a toujours des cas un peu particuliers. Et donc, le service RH et notre DGS est dessus pour répondre aux questions et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et je peux dire que ça s'est plutôt bien passé, parce qu'il y a dans certaines mairies ou dans certaines communautés de communes, ça a été plutôt douloureux. Voilà, donc je tiens à saluer vraiment le travail des services et les agents qui ont adhéré à ce que nous allons mettre en place à partir du 1er janvier 2022. Donc je vous demande donc de décider de garantir le respect de la durée annuelle du temps de travail fixé à 1607 heures pour un agent à temps complet, et ce à compter donc du 1er janvier 2022, de décider de supprimer les jours de congé non prévus dans le cadre légal, d'adopter le règlement actualisé du temps de travail, donc présenté en comité technique et joint en annexe de la présente délibération, de préciser que sa date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022 et de préciser que toute modification de ce règlement devra faire l'objet d'un avis en comité technique, puis d'une délibération en conseil municipal. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante qui concerne donc la création de 17 postes d'agents recenseurs. Voilà, donc là aussi, je vais résumer. Vous savez qu'à partir du 20 janvier 2022, si tout se passe bien, on n'est pas à l'abri d'une suppression comme l'année dernière. Du 20 janvier au 19 février 2022, nous devons recenser la population. Un travail là aussi énorme, mené de main de maître par notre service formalité administrative, mais qui nécessite, au-delà d'une très grosse préparation qui a démarré en novembre, nécessite 17 agents recenseurs qui vont arpenter les rues de Tullin pour aller distribuer les questionnaires, les remplir s'il faut, et accompagner donc la population dans cet acte de recensement. Et pour ça, nous avons besoin de 17 personnes. Alors j'en profite ce soir, je crois que j'ai déjà fait un mail, j'en ai fait même 2, M. Gillet en a fait un. Donc vous devez imaginer que si on fait autant de mails en si peu de temps, c'est qu'on a quand même un petit problème aujourd'hui.
nous ne trouvons pas d'agents recenseurs. Il nous en manque une certaine quantité. Donc, alors, ce n'est pas à vous que je fais appel, mais c'est à votre environnement. Voilà, c'est important parce qu'on se pose la question quand même de comment ça va se passer si on n'a pas les agents recenseurs, quoi. Alors, pour le moment, on ne se la pose pas, mais rentrée de janvier, on va se la poser sérieusement. Donc, s'il vous plaît, mobilisez un peu autour de vous. Je vous donne donc les... Vous avez reçu tous la fiche de poste avec la rémunération, comment ça se passe. Donc voilà, merci de faire passer l'info autour de vous. Donc je vous propose donc de créer ces 17 postes d'agents recenseurs en accroissement temporaire d'activité et donc de les rémunérer comme suit. 10,25 € de l'heure pour la formation et la tournée de reconnaissance, 2 € par questionnaire pour la collecte d'informations, une indemnité variant de 0 à 200 € pour être attribuée en fin de recensement et sera fonction de la qualité du travail fourni. Si l'agent est obligé de prendre son véhicule personnel en raison de l'éloignement des habitations, il percevra des indemnités kilométriques sur présentation d'un état et de la carte grise de son véhicule. Un arrêté individuel sera rédigé pour chaque agent recenseur. Il vous est donc demandé d'adopter la proposition ci-dessus et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante qui concerne la modification donc, du tableau des effectifs et donc dans un premier temps qui concerne l'avancement de grade d'un agent transféré. Alors c'est pas comme au foot, on ne fait pas de transfert, là. On passe juste c'est suite donc à la reprise de la reprise de la résidence Jules Cazeneuve. Nous avons donc 4 agents. Je vous ai déjà expliqué au dernier conseil municipal que nous devons redéployer du CCAS à la commune. Et là, ça concerne donc un agent qui va intégrer la direction générale des services. Donc on supprime un emploi à temps complet au grade d'adjoint administratif principal 2e classe et on recrée un emploi à temps complet au grade d'adjoint principal 1re classe. Date d'effet au 1er janvier 2022, date où la Fondation Partage et Vie reprendra la gestion de la résidence autonomie. Voilà, je vous demande donc d'adopter la modification du tableau des effectifs détaillé ci-dessus, de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. 11e délibération qui concerne la modification donc toujours du tableau des effectifs, mais cette fois-ci, ça concerne donc l'avancement de grade. Donc compte tenu des possibilités d'avancement de grade pour certains agents, je vous propose la suppression et la création des emplois comme indiqué ci-dessous. Tenez-vous vraiment à ce que je vous lise le tableau ou pas? C'est pas franc comme nom quand même, hein. Non, c'est plus motivé là. Voilà, donc ça concerne quand même quelques services, de la vie scolaire, l'école de musique et de danse et la voirie. Non, alors oui, c'est pour ça que j'ai insisté, en fait il y a eu une erreur. C'est la voirie, c'est pas les espaces verts. Mais ça concerne donc les services techniques, mais c'est la voirie. Voilà, et tout ça donc prendra effet au 15 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions sur cette modification du tableau des effectifs? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. 12e délibération qui concerne donc la création de 2 postes en accroissement temporaire d'activité au service périscolaire. Voilà, donc considérant les besoins de permettre de lever les freins à la mise en place donc d'un accueil effectif et régulier d'enfants en situation de handicap au sein des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, et considérant également le besoin d'accueillir des enfants en situation de handicap avec un encadrement adapté, je propose la création de 2 postes en accroissement temporaire d'activité à temps non complet. Les agents seront rémunérés sur la grille d'adjoint d'animation territoriale à l'indice majoré 340 pour les postes annualisés à 7h30 hebdomadaire. Donc si je ne m'abuse, mais Anne Drogo pourra confirmer, il me semble que c'est un cadeau de l'Éducation nationale, ça, qui se désengage. Donc c'est pas une bêtise.
Donc voilà, c'est subventionné. Mais voilà, ça c'est aussi un exemple que je n'ai pas donné tout à l'heure, mais dans l'explosion, parce qu'on peut l'appeler comme ça, du 0,12, c'est aussi, ça traduit clairement le fait que pour beaucoup de missions, l'État en fait de moins en moins, transfert aux collectivités, les nôtres, on est au bout, donc il y a un moment donné, quand l'État ne fait pas, nous, il faut qu'on fasse, mais on doit faire sans moyens. Et typiquement, c'est un peu comme ça, là, petit à petit, ils nous refile des trucs. On peut parler aussi de la vidéoprotection, par exemple. Aujourd'hui, il faut une commune avec de la vidéoprotection. Donc, on nous accompagne en partie sur l'investissement. Il n'y a pas de souci, jusqu'à 60-80%, très bien. Par contre, en fonctionnement, on se débrouille, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, on aura des choix à faire. Et je pense qu'il faut qu'on en parle assez rapidement. On va avoir des choix à faire sur qu'est-ce que sont les missions obligatoires de la commune. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire et sans avoir de ressources. Voilà. Il y a certaines communes aux alentours qui se posent la question, l'intercommunalité se pose la question aussi. Là, ça en est un exemple. Voilà, petit à petit, l'éducation nationale, là, il nous refile un truc. Alors, il nous subventionne cette année. Peut-être que ça durera, peut-être que ça ne durera pas. Enfin, en attendant, si ça ne dure pas l'année prochaine, il faudra qu'on assume financièrement. Voilà, ça, c'était aussi un des éléments à prendre en compte dans le 012. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Franck. J'ai pas fini là. Oui. Oui, tu as parlé d'éducation nationale, donc je comprends pas bien, parce qu'on parle de périscolaire, donc c'est pour remplacer des AVS qui étaient voilà, en scolaire Anne va t'expliquer. Ok, Franck. je veux bien, ouais. Alors, donc lorsqu'il y a une notification via la MDPH pour l'accueil d'un enfant en situation de handicap, avant était mentionnée effectivement la nécessité d'avoir une AESH, donc anciennement les AVS, sur le temps scolaire ou périscolaire. Et effectivement, les deux pouvaient être financés par l'éducation nationale. Donc quand on dit cadeau, c'est-à-dire que l'éducation nationale finance aujourd'hui les AESH sur le temps scolaire, mais ne finance plus les AESH sur le temps périscolaire. Donc il a été demandé aux collectivités territoriales, pour éviter toute discrimination, de financer des postes d'AESH. Alors, il n'y a pas de nombre obligatoire et ce n'est pas des postes par enfant, mais bien par école. Et effectivement, par contre, nous avons eu une subvention de la CAF qui a fait un appel à projet pour l'embauche de ces AESH. Mais en tout cas, voilà, c'est aux collectivités territoriales maintenant d'assurer l'embauche et le coût qui va avec. Et concrètement, avant, c'était les mêmes personnes qui suivaient les enfants, et là, ça va être deux personnes différentes? Ou est-ce que ça peut être la même personne? Alors justement, le choix qui a été fait par la commune, effectivement, pour éviter d'avoir des agents avec des temps très courts, en fait, il a été proposé aux AESH qui sont déjà durant le temps scolaire, en fait, de poursuivre leur mission sur le temps périscolaire. Donc il y a une continuité quand même pédagogique et éducative, tout en veillant à ce qu'elles aient effectivement leur temps de pause nécessaire. Merci Anne pour ces précisions claires, très claires. Merci. Je vous demande donc, si vous n'avez pas d'autres questions, d'approuver la création donc de ces deux postes d'adjoint d'animation à temps non complet en accroissement temporaire d'activité tel que présenté, et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de la commune. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous en avons terminé avec le personnel communal. Nous allons passer à l'urbanisme. Et je vais laisser la parole à Florian Grenier pour une première délibération qui concerne donc le projet de construction des nouveaux locaux donc en faveur de la brigade de gendarmerie de Tullin. Bonsoir à tous. Donc, les deux délibérations porteront sur la brigade de gendarmerie de Tullin. Vu les échanges de la municipalité avec la société dauphinoise pour l'habitat relatif à sa volonté d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération consistant dans la construction de nouveaux locaux en faveur de la brigade de gendarmerie de Tullin. Vu la délibération du conseil municipal du 8 février 2018 proposant un nouvel emplacement pour la construction de la nouvelle
Un nouvel emplacement pour la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie de Tullin, à savoir le secteur de la Révolaz, route de Saint-Quentin à Tullin. Vu la délibération du conseil municipal du 6 juin 2019 portant décision de confier la maîtrise d'ouvrage du projet à un bailleur social, considérant les besoins croissants de la gendarmerie nationale, considérant la volonté de la commune d'accompagner la gendarmerie nationale dans ses projets et de favoriser son développement sur la commune de Tullin, considérant la possibilité de créer sur le site de l'ex-camping municipal de nouveaux locaux pour la brigade de gendarmerie de Tullin, davantage adaptés aux exigences actuelles de fonctionnement du service, situé à proximité immédiate du centre-ville, des axes routiers desservant la commune et de l'entrée d'autoroute. Il est demandé au conseil municipal de soutenir la réalisation d'une nouvelle caserne de gendarmerie, bureaux et logements, portée par la société dauphinoise pour l'habitat, opérateur HLM retenu pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération au profit de la brigade de proximité de Tullin pour 11,67 unités logements, d'autoriser la SDH à déposer un permis de construire pour permettre la réalisation de ces locaux, d'approuver le principe pour la commune d'accorder sa garantie d'emprunt à la SDH pour l'emprunt qu'elle sera amenée à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et ce, conformément aux articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales. Je vous fais grâce de la suite des décrets du Code civil, de dire que la garantie de l'emprunt de la commune en faveur de la SDH fera l'objet d'une délibération ultérieure et spécifique une fois les données financières connues. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Donc, pour vous dire que le projet de gendarmerie est, on va dire, est quasi bouclé, puisque nous avons dû recevoir un permis de construire avant la fin de l'année, pas encore, mais c'est prévu. La fin de l'année n'est pas encore là. Et avec un objectif que la nouvelle gendarmerie voie le jour 2023, premier semestre 2023. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante qui concerne donc la désaffectation et le déclassement donc, du tènement foncier qui accueillait donc l'ex-camping municipal donc pour la construction de ces nouveaux locaux de la gendarmerie. Voilà, c'est une procédure qui doit se faire lorsqu'on vend un terrain. Florian, je te laisse la parole. La commune de Tullin est propriétaire de l'unité foncière composée de la parcelle cadastrée AK608 d'une superficie totale de 20 328 m², située route de Saint-Quentin. Le terrain se compose d'une partie bâtie et d'une partie libre. Étant situé à proximité immédiate du centre-ville des axes routiers desservant la commune et l'entrée d'autoroute, la commune souhaite voir se créer sur ce foncier une gendarmerie dont la maîtrise d'ouvrage sera confiée à la Société dauphinoise pour l'habitat. L'emprise du foncier à céder étant située dans le domaine public, la cession ne peut intervenir qu'après déclassement de cette partie du domaine public et classement dans le domaine privé communal. Il est donc demandé au conseil municipal, considérant que le bien immobilier cadastré AK608 consistant en un terrain de camping avec présence d'un local bâti appartient au domaine public communal, considérant que ce tènement foncier clôturé depuis la fermeture du camping municipal au 1er janvier 2014 n'est plus ouvert au public, et qu'en conséquence, il est désaffecté de fait, considérant que la commune souhaite céder une partie de la parcelle pour permettre la réalisation de nouveaux locaux de gendarmerie, de constater la désaffectation d'une partie de la parcelle cadastrée AK608, lieu-dit la Révolaz, route de Saint-Quentin, située à l'est de la commune et consistant en un terrain de camping municipal avec un local bâti, l'ensemble étant clôturé et inaccessible au public, de prononcer son déclassement au domaine public communal en vue de son transfert dans le domaine privé de la commune, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire, de rappeler que la présente délibération sera exécutoire après transmission à Monsieur le préfet de l'Isère et affichage dans la commune de Tullin pendant 1 mois. Sur cette partie du camping municipal, de l'ex-camping municipal, nous avons un vestiaire, un local de rangement qui sert au rugby et à l'association du touch rugby. Un nouveau local sera reconstitué en lieu et place de ce local d'activité, permettant également de déplacer les alimentations électriques des poteaux et ainsi que le coffret appartenant à la commune. Bien entendu, la vente du terrain compensera la réalisation de ces travaux. Merci Florian. Est-ce que vous avez des questions ? Franck ?
Juste, je voulais vérifier, je crois que ça a été dit en commission, mais que c'est une opération blanche pour la commune. Je pense que c'est exactement ce que je viens de dire, oui. De le redire, d'accord. Parce qu'il y a, donc le terrain, il va être vendu à un prix qui va permettre, c'est ça? C'est pas une session gratuite Non, parce qu'en fait, si on fait une session gratuite, après, il y a le déplacement donc, du coffret électrique qui est à prendre en compte, qui aujourd'hui est vers la cabane en bois. Et on a aussi demandé à la SDH, il nous fallait un petit bout de, pas de vestiaire, mais un petit bout de local pour que les enfants puissent aller aux toilettes, se laver les mains, pas qu'ils soient obligés de traverser la route pour aller de l'autre côté. Donc voilà. Et donc le montage juridique le plus simple, c'est de leur vendre le terrain au prix de ce que va nous coûter la réalisation de tout ça. Donc c'est une opération blanche au final. Ok, merci. Voilà. Juste un mot, mais j'ai juste une petite pensée quand même pour Jean-Yves Derbé, si vous me permettez, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, et comme quoi il y a des dossiers qui peuvent traverser 2 mandats municipaux différents et qui sont au service du public. Voilà. Comme ça, parfait. C'est vrai qu'il était bien avancé quand on est arrivé. Il faut le reconnaître. Des questions sur ce projet de gendarmerie qui va enfin se terminer avant la phase opérationnelle? Il va juste démarrer. Ouais, pour nous, c'est terminé. C'est terminé la discussion. Maintenant, c'est la phase opérationnelle. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous allons passer au sport et à la jeunesse. Comme Brahim était à l'heure, ce soir, il a le droit de parler. Voilà. Brahim, je te laisse. On le taquine, Brahim. Brahim, donc 2 délibérations pour toi concernant donc la première, l'attribution des subventions aux associations pour l'exercice 2021. Donc concernant le 2e versement à la Vaillante Tulinoise et au Tennis Club. Donc si vous vous rappelez, au dernier conseil municipal, nous n'avions pas versé et délibéré parce qu'il y avait des problèmes, Brahim, de dossiers et qui ont été réglés. Parce que Brahim s'est bien occupé de tout ça, des échanges avec les assos. Et donc, tout ça a pu être finalisé pour ce conseil municipal. Brahim, je te laisse la parole. Donc, je rappelle qu'au budget primitif 2021 de la commune, voté le 11 mars 2021, des crédits ont été prévus au chapitre des subventions. Que lors de la séance du 20 mai 2021, le conseil municipal a approuvé le principe de verser en 2 fois les subventions de fonctionnement aux associations et clubs et a validé le premier versement. Les dossiers de la Vaillante de Tullin et du Tennis Club de Tullin n'étant pas complets pour la séance du conseil municipal du 28 octobre 2021, au cours de laquelle a été voté le versement du solde des subventions aux associations pour l'exercice 2021, je vous demande donc d'approuver les versements du solde de la subvention de fonctionnement ci-après, qui sont de 2 850 € à l'association La Vaillante Tullinoise, ainsi que de 3 350 € au Tennis Club de Tullin. Est-ce que vous avez Franck? Oui, bon, vous ne serez pas étonné qu'on votera pour cette délibération. Ça a été évoqué en commission plusieurs fois. On voudrait juste vérifier auprès de Brahim, et j'aurais la même question pour Alain Fernandez, même s'il n'est pas là ce soir, si toutes les associations qui n'avaient pas eu leur solde ont bien été contactées et qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, sans mauvais jeu de mots, sur ce point-là. Voilà. Alors, je confirme qu'on a relancé l'ensemble du tissu associatif local sur ce deuxième versement. La preuve en est, c'est qu'on avait discuté avec Clotilde sur l'AEP. Je n'avais pas l'information puisque la culture ainsi que les associations patrimoniales, c'est pas moi qui m'en occupais. Et puis derrière, on m'avait confirmé que ils avaient renvoyé le dossier un peu tardivement, mais on n'a pas bloqué les choses puisque on tenait vraiment quand même à honorer ce deuxième versement aux associations, même si elles avaient du retard. Donc, je pose la question tout de suite, même si c'est une autre délibération, mais sur les associations culturelles, tout le monde a été recontacté.
Claire me confirme, du coup, Alain n'est pas là, donc je parle sous contrôle justement de Claire, qui me confirme que même les associations culturelles qui sont portées par Alain ont été contactées. Donc. Alors, juste une petite précision, elles ont bien été contactées. Il y en a certaines d'entre elles, d'associations, qui nous ont renvoyé le dossier avec une demande de montant à 0 aussi, donc pour aussi nous signifier qu'ils répondaient en disant qu'ils n'avaient pas besoin, vu le contexte sanitaire, de la deuxième partie de la subvention. Ok, merci Brahim. Claire, est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Nous allons donc pouvoir verser la deuxième partie de subvention à ces deux associations. Une délibération, cette fois-ci, concernant donc la signature d'une convention d'objectifs avec la MJC du Pays de Tullin. Et c'est tout. Et Brahim, donc vous l'avez en annexe 6. Donc là aussi, je tiens à saluer le travail de nos services et de la MJC pour aboutir à une convention toute neuve, avec des objectifs clairs, précis, qui vont nous permettre de travailler, comme on se l'était dit au démarrage, main dans la main et en complémentarité, parce que c'est l'objectif. Donc je salue vraiment, sincèrement, le travail qui a été fait par tout le monde. J'ai pas entendu. Et les élus et la MJC, ouais, tout le monde, hein, les agents, tout le monde, tout. Il y a plein de monde qui ont bossé. Je dis pas parce que je sais pas qui c'est qui a bossé dessus, mais il y en a plein. Mais vraiment, il y a eu un travail. Moi, j'étais au courant de temps en temps, et vraiment, ça a été un travail de collaboratif énorme. Donc, bravo à tous, vraiment. Brahim, je te laisse la parole. Donc, je confirme ce que tu viens de dire, Gérald. Donc, conformément à la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, toute commune versant une subvention supérieure à 23 000 € à une association doit obligatoirement signer une convention d'objectifs avec cette dernière. La commune de Tullin soutient l'association dans sa mission d'animation globale en direction de l'enfance, de la jeunesse et de la vie locale afin de répondre aux besoins de la population. La convention fixe les engagements respectifs de la commune et de l'association, formalise et précise leurs relations et fonde un véritable partenariat entre les deux parties. À ce titre, l'association qui est la MJC est un lieu d'accueil et de rencontre ouvert au public de tout âge et centre d'intérêt. Il s'agira de mettre en place des actions répondant aux évolutions des pratiques des publics, parmi lesquelles des actions intergénérationnelles. Cette convention est le fruit d'un travail partenarial pour les habitants de la commune. La convention arrivant à terme, il a été donc décidé de réécrire la convention, comme le disait Gérald, en partenariat avec la MJC. Considérant l'avis du conseil d'administration de la MJC du jeudi 25 novembre 2021, considérant l'avis de la commission intercommunalité, action citoyenne et culturelle, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention avec la MJC du Pays de Tullin et ses annexes, et d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que les avenants éventuels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Franck Présumé, Monsieur le Président. Juste pour vous dire que justement, je ne participerai pas au vote. C'est tout bon? Pas de questions? Je vous propose donc qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en musique cette convention. On passe à l'animation donc de la vie locale. Alain n'étant pas là, c'est Brahim qui va continuer à garder le micro pour une seule délibération qui concerne donc l'attribution des subventions aux associations pour l'exercice 2021. Donc deuxième versement à l'association d'éducation populaire. C'était comme la dernière pour le sport. Une mise à jour. Voilà. Je t'en prie, Brahim. À toi la parole. Donc, belle transition, puisque ça permet justement de répondre à certaines interrogations que j'avais pu avoir. Et donc là, je rappelle qu'au budget donc, primitif, comme précédemment sur les associations sportives, donc, est-ce qu'il faille que je rappelle tout ça ou pas? Je vous fais grâce. Donc, on va directement. Donc, je demande donc
au conseil municipal d'approuver le versement du solde de la subvention de fonctionnement d'un montant de 250 € à l'AEP, qui est l'association d'éducation populaire. Merci Brahim. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Dernière thématique donc, de l'ordre du jour, l'intercommunalité, donc avec le rapport annuel des services publics. Donc Laetitia n'étant pas là, c'est Florian Grenier qui va nous rapporter cette... Donc c'est uniquement un point d'information, il n'y aura pas de vote. C'est la présentation du rapport annuel 2020 du réseau de transport du Pays Voironnais que vous avez en annexe 7 et que vous avez tous lu. Sinon c'est Florian qui vous le lit tout de suite. Là. Ouais, je vais vous faire grâce de la lecture totale du dossier. Je vais juste vous spécifier en résumé que ce rapport porte sur l'activité de l'année 2020, donc le début de la crise sanitaire. Le réseau de transport du Pays Voironnais compte 95 lignes de transport, que sa fréquentation a diminué de 30% sur l'ensemble des lignes, entre 30 et 45%. Et que la totalité du budget transport représente 7 583 000 €, financé à 55% par le versement mobilité et à 31% par la dotation de transfert. Le niveau d'investissement sur le réseau est de 466 000 € en 2020, avec pour dépenses principales les travaux d'aménagement des quais. Donc 20 quais ont été rendus accessibles, ce qui représente 86,4% des arrêts prioritaires qui étaient à aménager. La présentation de ce bilan a été faite en comité des partenaires le 28 avril 2021 et en conseil communautaire le mardi 28 septembre 2021. Merci Florian pour ta capacité à résumer 72 pages. Bravo. Est-ce que vous avez des questions? Alors au-delà, à chaque fois on rigole, hein, l'autre fois c'était les déchets, là maintenant c'est ça. C'est quand même des rapports qui sont intéressants. Alors nous, ils sont présentés en conseil communautaire, donc ils sont aussi un peu résumés, mais quand même plus détaillés. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne un petit peu. Parce que souvent, on se demande, Pays Voironnais, il fait quoi? Ça sert à quoi? On voit passer les bus, ils sont vides, ils sont pleins. Et ben voilà, il y a des rapports qui sont intéressants. Alors c'est vrai que 72 pages, j'entends que c'est long. Mais voilà, de temps en temps, c'est bien de mettre le nez là-dedans pour savoir où va l'argent public et comment elle est utilisée. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était un point d'information. Nous en sommes arrivés à la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous propose de passer aux questions orales. Donc, messieurs, dames, vous avez la parole. Nous avons Franck une Présumé. question orale. Franck Présumé. On voulait profiter du conseil municipal pour vous parler du collège Condorcet. Voilà, donc j'ai rédigé, je vais vous lire ce qu'on a rédigé ensemble. Donc le conseil départemental de l'Isère, j'imagine que vous le savez, envisage une rénovation importante du collège Condorcet. Le sujet a été abordé, d'après nos informations, lors du dernier conseil d'administration du collège la semaine dernière. Donc d'abord, nous aimerions avoir des informations sur ce projet en conseil municipal ou en commission. Quels sont les travaux envisagés, les aspects financiers, les conséquences sur la vie des collégiens, de la communauté éducative, etc. Par ailleurs, nous nous interrogeons, comme certains usagers apparemment, sur la pertinence d'un déménagement. Un tel projet de rénovation engage le conseil départemental et la commune sur plusieurs décennies. Il est donc impératif pour nous d'étudier sérieusement toutes les éventualités, de peser le pour et le contre de chaque scénario, mesurer l'impact des deux projets, soit la rénovation ou le déménagement. C'est l'occasion aussi de mettre en œuvre une vraie concertation avec tous les acteurs, les professeurs, les agents du conseil départemental, les élèves, les parents d'élèves, les élus du canton aussi, qui sont sûrement intéressés. À ce stade, il est clair que nous n'avons pas d'avis tranché, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette question, déménagement ou rénovation, mais il nous semble que le rôle d'un élu, en tout cas nous en tant que conseillers municipaux, c'est d'avoir une vision à long terme, et ce dossier, en l'occurrence, mérite pour nous une attention particulière.
Nous demandons donc au conseil municipal de solliciter le conseil départemental à travers les conseillers départementaux du canton et les acteurs du conseil départemental et d'organiser une concertation sur ce sujet-là. Alors, je vais pouvoir apporter plein d'informations parce que du coup, j'étais présent au conseil d'administration du collège pendant lequel le sujet a été abordé. Donc sur la participation de tous les acteurs, bien sûr que ça a été une demande des enseignants, enfin des professeurs, des parents d'élèves, des jeunes et de la directrice, et que bien sûr tout le monde sera associé au projet. D'ailleurs, une étude nous a été présentée en fait fait par des élèves mais des étudiants sur la reconstruction du collège. Donc l'idée est sortie bien sûr de le déplacer, ce qui va être balayé assez rapidement dans la mesure où il n'y a pas de foncier. Voilà, clairement aujourd'hui il n'y a pas de foncier sur la commune. Alors on voit sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui disent que le collège il va se faire à côté de Carrefour Market, c'est impossible, le terrain étant non constructible et en PPRI, enfin en risque inondation plutôt rouge, alors pas noir mais rouge, mais ce qui fait que des contraintes techniques énormes qui engendreraient certainement un coût insupportable pour le sujet. Donc on se dirigerait, et j'emploie le conditionnel, vers une reconstruction du collège à l'emplacement d'où il est aujourd'hui. Pour vous dire où le projet en est, il en est au démarrage, rien n'est acté. Il y a une première réunion début janvier à laquelle sont conviés les représentants du collège, enfin voilà, toutes les personnes que tu as dit, Franck, là, tout à l'heure, pour lancer des premières pistes de réflexion. Donc après, j'espère que notre conseiller départemental sera en capacité de faire passer le message au président. C'est plus son travail que le mien. Mais nous, en tout cas, on vous tiendra au courant de là où nous, on va être on va dire inclus dans le projet parce qu'on souhaite aussi profiter de l'occasion pour retravailler toute la partie parvis du collège, entre Intermarché et le collège, et connecter aussi le reste des travaux que nous allons lancer, donc les travaux de la Contamine, entre la Bohème et le rond-point de la Contamine. Ces travaux sont actés, on va les lancer sur 2022, et on veut connecter le reste de l'aménagement devant le collège à ce projet du collège, voilà, pour travailler sur le flux des bus et tout ça. Donc nous, on est vraiment dans la boucle en tant qu'usagers, et les usagers même du collège, hein, donc les agents, les enseignants, tout ça seront aussi mis dans la boucle, hein, parce que moi, ils ont une très bonne analyse, vu que c'est les utilisateurs. Donc voilà, ils ont émis des hypothèses de travailler des bâtiments en pôle, hein, pôle littéraire, pôle scientifique, pôle technologique, avec un restaurant scolaire à tel endroit, parce que c'est plus pratique. Enfin voilà, ils ont l'usage puisqu'ils y sont tous les jours. Donc ils feront partie de ce groupe de travail, de réflexion. J'entends complètement votre demande, et bien sûr que je ferai remonter ça dans les réunions, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il n'y a rien de défini, donc c'est le moment de poser des choses. Voilà. On peut entamer un petit débat, on peut en profiter. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est que balayer d'un coup, comme ça, parce qu'il n'y a pas de foncier, un bâtiment qui va durer 50 ans, il nous semble qu'on peut prendre quelques mois pour réfléchir à ce déménagement. On sait que, alors il y a des raisons, un déménagement, ça a aussi des avantages. On sait que c'est très compliqué la circulation en centre-ville. Et là, le collège est quasiment en centre-ville, enfin en centre-ville. Donc voilà, il y a aussi des questions, notamment de transition écologique, d'accès, etc., donc qui nous méritent peut-être de prendre quelques temps pour réfléchir à ça, avant de balayer cette hypothèse du déménagement de façon aussi rapide. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des éléments concrets, il n'y a peut-être pas de foncier aujourd'hui, mais peut-être le foncier, ça se trouve. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je trouve que c'est un peu rapide de balayer ça.
Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'au moins, voilà, au moins étudier de façon sérieuse cette hypothèse et pas la balayer comme ça aussi rapidement. Voilà. Et après, effectivement, si il y a des contraintes trop importantes en termes de coûts, en termes de... Voilà, mais il y a aussi sûrement des avantages et des inconvénients des deux sujets. Et il me semble que c'est important de solliciter le conseil départemental en ce sens-là. C'est vrai que c'est lui qui est maître d'ouvrage, mais il y a des conséquences pour les Tulinois qui sont différentes. Voilà. Et peut-être aussi pour les habitants du canton, au-delà de Tulin. Qu'en pensent les maires de Saint-Quentin, Poliena, Montaut, etc. Donc, je pense que c'est quand même logique qu'il y ait ce petit temps de concertation sur d'abord cette question avant de la trancher. Et après, effectivement, j'espère que les usagers seront consultés. Ça, c'est une certitude. Ouais, je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais nous, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'il y ait un temps de réflexion sur cette question du déménagement ou pas avec le conseil départemental. Alors, ouais, en tout cas... Après, tu as le droit de répondre non à cette question. En fait, elle n'est pas balayée. Aujourd'hui, elle est plutôt réclamée par plutôt les utilisateurs. Hein. Clairement, les représentants du collège sont plutôt sur cette hypothèse-là. Mais ils sont sur une hypothèse qui prend en compte l'utilisation du collège et tout ça. Et leurs arguments sont très factuels et très recevables. Mais en face, on a une problématique de foncier aujourd'hui qui n'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire que l'hypothèse n'est pas du tout envisagée. Simplement, aujourd'hui, elle n'est pas forcément fléchée prioritairement. Mais l'idée, c'est que le CA du collège a vraiment tourné autour d'un projet de déplacer le collège. Donc, mais aujourd'hui, je pense que le débat, il n'a pas lieu ce soir parce qu'il n'y a aucune piste, mais il y aura beaucoup plus de choses qui se lanceront en début d'année. Mais moi, j'entends que tout le monde soit associé, mais je crois que c'est une volonté du département, il n'y a pas de souci, clairement. Ouais, si tu veux. Ouais. Le projet au stade Le projet est au stade embryonnaire. Ce dont on peut se réjouir quand même, c'est que le département a fléché le collège de Tulin comme étant très vieillissant, très dégradé et qui mérite une réhabilitation. Et ça a été mis c'est en cours d'être mis dans le PPI du département. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Ça ne va pas se faire en quelques jours. L'avantage, c'est que la visite du président du département, les réunions qui ont suivi, etc., se sont faites en présence de l'ensemble des acteurs que vous aviez cités tout à l'heure, tant les représentants du personnel que les élus communaux, départementaux, etc. Donc tout le monde était, en tout cas, à la visite déjà pour se rendre compte de l'état du bâtiment qui date un peu. Si mes souvenirs sont bons, c'est 1970, c'est ça 67. Voilà. Donc c'est quand même une bonne chose et l'ensemble des acteurs sera bien évidemment remis autour de la table à toutes les étapes du projet qui va durer quelques mois avant d'aboutir à un projet ficelé. Voilà, et puis c'est vrai que le département, ils n'en sont pas au premier collège, donc ils commencent à avoir des modèles avec des architectes. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un super projet pour la commune et c'est une opportunité aussi pour nous d'y connecter des travaux qui sont nécessaires devant Intermarché. C'est comme ça qu'on cite le lieu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions orales? S'il n'y a pas d'autres questions orales, je vous propose qu'on en termine ici. Je vous remercie pour votre présence à tous et à toutes ce soir. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis vous donne rendez-vous le 17 février. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez un planning d'ici une petite semaine de tous les conseils municipaux jusqu'au mois de juin et des dates de commission. Et comme je me suis engagé auprès de Aude et Clotilde, ça ne devrait pas bouger, mais ça bougera sûrement. Voilà. Mais ça donnera au moins des dates déjà. Fixe. On essaye de ne pas faire bouger, Franck, c'est promis. C'est pour ça qu'on le fait tout de suite et qu'on le réfléchit bien.